La nuit précédant sa cérémonie d'union, Cassia Wolfhard a vu l'homme qu'elle aimait serrer sa sœur dans ses bras, comme si elle était l'unique source de chaleur au monde. Et elle a disparu. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas exigé de réponse. Elle n'est pas tombée à genoux dans le couloir en attendant que quelqu'un vienne la trouver. Elle a reculé, quittant l'embrasure de la porte illuminée par le feu, a tourné les talons et a couru. Pieds nus, elle a traversé les couloirs du donjon d'Ironval éclairé par les torches. Elle a dépassé chaque bougie allumée pour elle. Elle a dépassé chaque fleur placée en son honneur. Elle a dépassé tout ce qui devait marquer le début de sa vie. Elle a couru jusqu'à ce que la nuit froide l'engloutisse. Et puis, elle a continué de courir. Mais voici ce que Cassia Wolfhard ignorait à ce moment-là. Elle ne savait pas qu'elle portait déjà ses enfants. Elle ignorait aussi que le roi Alpha Tavian Nightcrest passerait 5 ans à se détruire en la cherchant. 43 pistes à travers tous les recoins du royaume, chacune se terminant dans une pièce vide et avec un nom qui n'était pas le sien. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle observait dans cette chambre éclairée par le feu, au regard froid et posé, prononçant des mots qui tombaient comme des pierres dans une eau calme, n'avait jamais été Tavian Nightcrest. Elle ne savait que ce que ses yeux lui avaient montré. Et ses yeux avaient été confrontés à un mensonge si précis, si parfaitement construit, qu'il a coûté à deux personnes 5 années d'une vie qu'ils étaient censés bâtir ensemble. Voici l'histoire de ce que ce mensonge a coûté et de ce qu'il n'a pas pu détruire. Et petite question, comment vous sentez-vous en ce moment? Parce que je dois prendre de vos nouvelles avant de continuer. Merci beaucoup d'être là. Ça compte énormément pour moi. Il est essentiel que nous obtenions votre soutien par le biais des abonnements, des j'aime, des commentaires et des partages. Alors, si cette histoire vous touche déjà au cœur, et je sais que c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement, explosez le bouton j'aime et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Ça nous aide plus que vous ne l'imaginez. Merci. Maintenant, retournons à l'histoire. Et petite question, comment vous sentez-vous en ce moment? Parce que je dois prendre de vos nouvelles avant de continuer. Merci beaucoup d'être là. Ça compte énormément pour moi. Il est essentiel que nous obtenions votre soutien par le biais des abonnements, des j'aime, des commentaires et des partages. Alors, si cette histoire vous touche déjà au cœur, et je sais que c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement, explosez le bouton j'aime et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Ça nous aide plus que vous ne l'imaginez. Merci. Maintenant, retournons à l'histoire. Le donjon d'Ironval était magnifique à la veille d'une cérémonie d'union. Des fleurs de feu d'hiver avaient été tressées dans chaque applique en fer le long des couloirs supérieurs. De petites fleurs rouges et or qui ne poussaient que dans les hauts cols de montagne. Elles avaient été cueillies avec grand effort, car on avait dit au roi Alpha que Cassia les aimait. La grande salle de cérémonie avait été parée de tissus sombres et de la lueur des bougies. La bannière des Nightcrest ondulait lentement à chaque courant d'air venu des hautes fenêtres. Un loup d'argent sur fond noir captant la lumière. Cassia n'était pas dans la grande salle. Elle arpentait le couloir supérieur pieds nus, trop agitée pour dormir. Sa robe de cérémonie blanche traînait doucement derrière elle. Son loup, une créature d'un argent pâle, qu'elle avait toujours gardée silencieuse et contenue, arpentait aussi. Et quelque part sous sa peau, il était mal à l'aise, alerte, sentant quelque chose que son esprit n'avait pas encore nommé. Elle se disait que c'était le trac. C'était un sentiment compréhensible. Demain, sa vie changerait complètement. Demain, elle se tiendrait devant toute l'Assemblée des Meutes du Nord et serait unie au roi Alpha. Elle avait le droit d'être agitée. Elle posa une paume contre un mur de pierre froide et respira. Elle pensa au visage de son père ce soir-là, au dîner. Le seigneur Zethric Wolfhard l'avait observé de l'autre côté de la table, avec cette expression particulière qu'il arborait quand il calculait quelque chose. Ni fier, ni chaleureux, juste mesurant, évaluant. Comme un homme regarde une pièce sur un échiquier plutôt qu'une personne à sa table. Ce n'était pas une expression nouvelle. Elle la voyait depuis 23 ans. Le seigneur Zethric Wolfhard était un seigneur avec un nom assez grand pour ouvrir des portes, mais pas assez de chaleur pour que quiconque se sente à l'aise derrière elle. Il avait 2 filles, et il avait passé leur vie entière à les traiter comme des outils. Zevira, l'aînée, vive, magnifique, le genre de femme qui se déplaçait dans les pièces comme si elles avaient été arrangées spécialement pour elle, avait toujours été son instrument favori.
Elle savait comment jouer un rôle. Elle savait comment se positionner. Elle offrait les bons sourires, disait les bonnes choses et donnait aux hommes puissants le sentiment qu'elle était la personne la plus intéressante de la pièce. Cassia avait passé 23 ans à être la seconde pensée. Elle était plus silencieuse, plus précise. Elle disait des choses difficiles sans les adoucir, ce qui mettait les gens mal à l'aise d'une manière qu'ils ne comprenaient pas toujours. Ce n'était pas elle qui éblouissait. Non, elle était celle qui restait après que l'éclat se soit estompé et posait la question qui comptait vraiment. Elle avait depuis longtemps fait la paix avec le fait d'être celle que les gens ne voyaient pas. Il y a 4 mois, quelque chose avait changé. Le roi Alpha Tavian Nightcrest avait été présenté aux deux sœurs lors d'un rassemblement officiel des Meutes du Nord. Zevaira portait du cramoisi profond et s'était positionnée à la perfection. Une main élégante posée sur le pilier le plus proche, le menton incliné pour capter la lumière des bougies de la manière la plus flatteuse. Elle était stupéfiante. Elle savait qu'elle était stupéfiante. La salle entière était d'accord. Tavian avait regardé au-delà d'elle. Il avait traversé la pièce jusqu'à la jeune femme qui se tenait à l'autre bout, feignant d'être fascinée par une tapisserie qu'elle ne regardait pas vraiment. Il s'était arrêté à côté d'elle et avait dit, très bas, pour qu'elle seule puisse entendre, « Vous avez l'air de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. » Et Cassia, sans réfléchir, sans jouer de rôle, avait répondu, « La plupart des endroits, oui. » Il avait ri. Un vrai rire, un rire de surprise, arraché par quelqu'un qui n'avait pas cherché à être drôle. Il était resté à ses côtés pour le reste de la soirée. Ça avait été le début. S'en sont suivis 4 mois de quelque chose qu'elle n'avait pas attendu et ne savait pas nommer. Des lettres écrites de sa propre main. Non dictées, non signées d'un sceau, vraiment écrites. L'encre légèrement bavée là où il avait appuyé trop fort sur certains mots. Des promenades dans les jardins inférieurs du donjon qui s'éternisaient plus que prévu, car aucun d'eux ne voulait être celui qui dirait qu'il devrait probablement rentrer. Des soirées chaudes où ils s'asseyaient l'un en face de l'autre et parlaient de choses qui comptaient vraiment. Le poids du commandement, la solitude d'être la personne dont tout le monde attendait la certitude. Le soulagement particulier de trouver quelqu'un qui comprenait exactement ce que vous vouliez dire avant même que vous ayez fini de le dire. Tavian Nightcrest ne l'avait jamais regardé comme un enjeu politique. Il la regardait comme un soulagement. Son loup d'argent pâle avait reconnu quelque chose en lui dès le premier soir. Quelque chose de stable, digne de confiance. Le genre de stabilité qui ne s'annonce pas, celle que l'on remarque seulement parce qu'elle est toujours là quand tout le reste a changé. Alors, elle avait le droit d'être nerveuse, se disait-elle. Demain était réel. Demain était le début de quelque chose auquel elle n'avait pas osé croire pleinement. Elle avait le droit d'arpenter les couloirs. Ses pieds de la porterne vers ses appartements. Elle n'avait pas pris de décision consciente. Elle voulait seulement voir son visage, sentir le réconfort de sa voix, de son attention. Cette façon particulière qu'il avait de la regarder qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus intéressante de n'importe quelle pièce. La porte n'était pas complètement fermée. La lumière du feu filtrait par l'entrebâillement. Elle pouvait entendre des voix, basses, proches, le son que font les voix quand 2 personnes essaient de ne pas être entendues. Et puis le rire d'une femme, un rire qu'elle connaissait depuis toujours, un rire sur le ton particulier de la victoire. Elle poussa la porte. Tavian, son Tavian, se tenait à l'autre bout de la chambre, et Zevaira, pressée contre lui, les bras autour de son cou. Son visage se tourna vers la porte avec une expression de satisfaction lente et délibérée, et ses yeux sombres croisèrent ceux de Cassia à travers la lueur du feu. Elle ne s'écarta pas. Elle ne feignit pas la surprise. « Oh » dit doucement Zilvara. « Bonjour, petite sœur. » L'homme qui se tourna portait le visage de Tavian, mais ses yeux étaient faux. Plats, patients, avec l'épuisement particulier de quelqu'un qui gère un inconvénient mineur. Sa voix, quand il parla, était stable et froide, totalement dépourvue de chaleur. « Vous ne devriez pas être ici. La cérémonie de demain se déroulera comme prévu. Vous vous tiendrez à mes côtés. Vous fournirez au royaume ses héritiers. Une pause précise, délibérée. Au-delà de ça, je n'ai aucune utilité particulière pour vous. » Le loup de Cassia hurla quelque part en elle. Un son d'angoisse pure qui ne quitta jamais sa poitrine, n'atteignit jamais sa gorge, ne devint jamais rien que la pièce put entendre. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Elle se retourna.
et elle courut. Elle ne savait pas qu'elle portait ses enfants. Elle ne savait pas qu'elle venait de fuir un mensonge. Elle savait seulement que le sol était très froid sous ses pieds nus, que le couloir semblait plus long que jamais, et que quelque part derrière elle, toutes ces bougies brûlaient encore pour une femme qui était déjà partie. 5 ans, c'est long. C'est assez long pour apprendre le nom de chaque herbe qui pousse le long d'une côte balayée par les vents salés. Assez long pour mémoriser le son d'un village de pêcheurs au petit matin. Le grincement des bateaux, le cri perçant des oiseaux, l'odeur de la mer qui monte avant que le jour n'ait pleinement décidé de commencer. Assez long pour devenir quelqu'un de nouveau sans l'avoir vraiment décidé. Assez long pour élever 2 enfants qui vous font sentir, dans les pires jours, que tout ce que vous avez perdu en valait la peine. Mais Ashenval se nichait entre 2 falaises, au bout d'une route qui devenait dangereuse en hiver. Il n'apparaissait sur presque aucune des cartes officielles du royaume. Ce qui, lorsque Kessia arriva ici enceinte de 6 semaines, épuisée jusqu'à la moelle, voyageant sous un nom qui n'était pas le sien, était tout l'intérêt. Elle avait choisi le nom de famille Ashclaw. Quelque chose qui s'accroche, quelque chose qui ne lâche pas. Le village s'était d'abord méfié d'elle. Une jeune femme arrivant seule, visiblement effrayée, n'ayant rien à offrir qu'un savoir de guérisseuse et l'allure de quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qui aurait dû la briser. Ashenval était bâti sur des gens qui comprenaient les arrivées difficiles. Ils l'observèrent. Ils gardèrent une distance prudente et courtoise. Le printemps suivant, elle aida la femme d'un pêcheur nommé Velina à survivre à un accouchement à 2 heures du matin qui les aurait tués toutes les deux sans son intervention. Avec rien d'autre que ses propres mains, le savoir transmis par sa mère et le refus absolu de les laisser abandonner. Quand l'aube arriva, il y avait une mère vivante et un enfant vivant. Et Kessia, assise sur le sol de la chaumière, le dos contre le mur et les mains sur les genoux, sentit pour la première fois depuis sa fuite qu'elle était là où elle devait être. Ashenval avait décidé qu'elle était des leurs. Sa chaumière était devenue sienne, de la manière dont un lieu le devient quand on a passé 5 ans à le rendre parfait. Des bouquets d'herbes pendaient des poutres. Achillée, grande camomille, herbes salées, lavande. Le parfum superposé de la sécurité que ses enfants avaient respiré en grandissant sans savoir ce que c'était. Sa table de travail portait les taches permanentes de 5 années de soins. Chaque cerne sombre était une histoire qu'elle pouvait raconter si on le lui demandait. Ses étagères étaient organisées avec la précision de quelqu'un qui a appris que dans l'urgence, on ne peut pas se permettre de chercher. Le village lui apportait ses maux, ses accouchements difficiles et ses fièvres nocturnes. Elle les ramenait à eux-mêmes. C'était un échange juste. C'était réel. Et c'était à elle. Et puis il y avait les jumeaux. Kaylor avait 5 ans et était observateur depuis sa naissance. Des yeux sombres qui évaluaient chaque situation avant de s'engager dans une réponse. De petites pointes qui se serraient chaque fois qu'un étranger approchait de la porte. Il s'était autoproclamé protecteur de ce foyer dès l'instant où il a su marcher. Et il prenait cette responsabilité avec un sérieux parfois déchirant chez un si petit enfant. Il avait les yeux de son père. Profonds, stables. Les yeux de quelqu'un qui voit plus qu'il ne dit. Kessia avait appris en 5 ans à absorber cela comme on apprend à absorber une cicatrice. C'était simplement une partie du paysage de ses journées. Nisara était son opposé en tout point visible. Les yeux ambrés, rieuse, extravagante dans son attention. Elle courait en cercle dans le jardin, les bras grands ouverts, comme si elle essayait d'attraper l'air lui-même. Elle parlait aux oiseaux. Elle collectionnait des cailloux intéressants avec une grande cérémonie et les disposait en motifs sur le rebord de la fenêtre. Elle remplissait chaque pièce où elle entrait, comme la lumière du soleil remplie d'un bocal. Non pas en se déversant d'une seule direction, mais en devenant l'atmosphère entière du lieu. Elle avait le rire de son père. Ou plutôt, le même rire qui lui avait été arraché par surprise la nuit où il avait traversé la pièce pour trouver Kessia feignant de regarder une tapisserie. Kessia n'avait jamais réussi à en être en colère. L'amour était toujours plus grand que le chagrin. C'est par un matin ordinaire, 6 jours avant que tout ne change, que le marchand Draynor Moonridge s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de thé et une expression détendue et sans hâte. Il passait par Ashenvale 2 fois par an, échangeant des marchandises des ports du Sud contre des nouvelles des villages côtiers. C'était un homme agréable, bien dans sa peau,
le genre de personne qui comble les silences sans effort. Il était à mi-chemin d'une histoire sur un nouveau poste de péage sur la route de Veltorn quand il s'arrêta, un souvenir lui revenant. Il dit « Oh, et il y a des cavaliers qui parcourent les villages côtiers du Nord. Aux couleurs des Nightcrest, ils posent des questions sur une femme, une guérisseuse, arrivée seule avec 2 jeunes enfants il y a environ 5 ans. Aucune affiliation à une meute, aucune famille est nommée. Ils payent une belle somme pour des informations solides. Il secoua légèrement la tête, comme le font les gens qui classent une information plutôt que d'agir dessus. Étrange affaire. Qui que soit cette femme, quelqu'un d'important veut la retrouver. Il n'avait aucune raison de faire le lien entre la description et la femme assise en face de lui. Les mains de Cassia s'immobilisèrent sur sa tasse. Elle garda son visage parfaitement impassible. Elle posa 1 ou 2 questions faciles, le genre de questions qu'une personne naturellement curieuse poserait. Draenor y répondit à l'aise et passa à une autre histoire. Finalement, il finit son thé et partit avec la chaleur facile d'un homme qui a passé une agréable visite. Et Kessia resta debout à sa table de travail longtemps après que la porte se soit refermée. Elle avait été si prudente si longtemps que cette prudence était devenue invisible, tissée dans sa façon de se mouvoir dans le monde, dans chaque choix qu'elle faisait, dans le nom auquel elle répondait et l'histoire qu'elle gardait vague, dans les racines qu'elle avait plantées sans jamais les mettre sur papier. C'était devenu aussi naturel que de respirer. Elle avait presque oublié que c'était quelque chose qu'elle faisait activement. Les cavaliers se rapprochaient. Elle pouvait le sentir comme son loup sentait l'approche d'un orage. Pas comme une pensée, mais comme une certitude physique dans sa poitrine. Ce soir-là, elle lut 3 histoires à Nizara et écouta Kaler, assis droit dans son lit bien après l'heure de dormir dans la chambre d'à côté, la tête légèrement inclinée vers les bruits extérieurs. Quand Nizara demanda, avec la curiosité ouverte d'un enfant à qui on n'a jamais dit qu'une question était trop grande, « Maman, pourquoi n'avons-nous pas de père ?» Cassia répondit ce qu'elle disait toujours. Certaines familles sont construites d'une manière et d'autres d'une autre. La nôtre est complète exactement comme elle est. De la pièce voisine, sans ouvrir les yeux, Kaler dit, « J'ai dit probablement. J'ai dit que probablement tout le monde en a un quelque part. » Il l'avait déjà dit. Il le disait comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt à abandonner une idée. Cassia attendit que les 2 enfants soient endormis avant d'aller à la fenêtre. Elle se tenait les paumes à plat contre le rebord, regardant l'eau sombre et le ciel sombre et la ligne où ils se rencontraient. Pour la première fois en 5 ans, elle ne songea pas immédiatement à prendre la route. Elle pressa ses mains contre le bois et resta. Il n'avait pas parlé pendant 2 heures de chevauchée. Deverick Ironclaw chevauchait à ses côtés dans le silence d'un homme qui avait appris, en 5 ans, à distinguer quand Tavion analysait et quand il se noyait. Il avait appris à faire la différence par la qualité du silence, sa texture, s'il avançait ou s'il se repliait sur lui-même. Là, il analysait. Varric était avec Tavion Nightcrest depuis 9 ans. Il avait été là pour chaque bonne et chaque mauvaise décision. Pour les nuits de stratégie claire et les nuits avec rien d'autre qu'une carte couverte de lieux barrés. Il avait poussé une tasse d'eau sur une table de salle de guerre à 2 heures du matin, 3 mois après la disparition de Kessia, et avait dit avec la douceur particulière de quelqu'un qui n'a plus de manière douce de dire une chose nécessaire. « Tu ne peux pas la trouver si tu te détruis d'abord. Dors. Ensuite, nous regarderons la carte ensemble. » C'est ainsi que ça s'était passé. 43 pistes en 5 ans, certaines solides, d'autres valant à peine le détour. Chacune se terminant dans un village ou une ville sans Kessia, et chacune coûtant à Tavion quelque chose de petit, une parcelle de l'espoir qu'il rationnait soigneusement. Car il comprenait, même dans les pires mois, que la réserve n'était pas infinie. Il ne pouvait pas se permettre de tout dépenser d'un coup. Le matin après sa disparition, il était allé la chercher. Ses appartements étaient vides. Ses affaires avaient disparu. Le seigneur Zethric Wolfhard attendait dans le couloir avec une histoire déjà préparée. Kessia s'était enfuie parce qu'elle avait peur, parce qu'elle n'avait jamais vraiment voulu la cérémonie, parce qu'elle l'avait dit à son père dans les jours précédents. Tavion n'en avait pas cru un seul mot. La femme de cette histoire n'était pas la femme qu'il connaissait. La femme qu'il connaissait disait des choses difficiles sans les adoucir. La femme qu'il connaissait l'avait regardé par-dessus un mur de jardin dans la faible lumière d'automne,
3 semaines après le début de leur cours, et avait dit avec une franchise totale, j'ai peur d'espérer cela. Je veux que tu le saches. Pas parce que je doute de toi, mais parce que je n'ai pas l'habitude que les choses que je veux se réalisent. Cette femme-là ne fuyait pas quelque chose qu'elle voulait. Cette femme-là restait et disait la vérité. Il avait insisté auprès de Zethric. Zethric avait produit des témoins. 3 hommes qui avaient vu Kessia partir de son plein gré avant minuit, avant que quoi que ce soit ait pu provoquer sa fuite. Leur récit était spécifique et cohérent, et comme Tavion le confirmerait plus tard, entièrement acheté. Oh, il avait passé 5 ans à défaire la conspiration, fil par fil. Il avait le nom du métamorphe, Zerion Frostfang, un loup rare doté du don d'imitation précise, la capacité de prendre le visage et la voix d'une autre personne si complètement que seule une personne qui les connaissait profondément remarquerait l'anomalie dans les yeux. Il avait les registres de paiement. Il avait la majeure partie de l'architecture du complot. Ce qu'il n'avait pas, c'était Kessia. Cette piste était différente. Une guérisseuse nommée Kesia Ashclaw. 2 enfants d'environ 5 ans, arrivés dans un village de pêcheurs côtiers au bon moment. Aucune affiliation à une meute revendiquée. Aucune famille nommée. Le nom de famille qu'elle avait choisi, Ashclaw, lui avait serré la poitrine d'une manière qu'il avait choisi de ne pas examiner de trop près quand Varric le lui avait dit. Elle avait pris le nom de quelque chose qui s'accroche, quelque chose qui ne lâche pas. Il avait passé une soirée entière seul avec cette information. « Que lui diras-tu » demanda Varric. Tavion resta silencieux assez longtemps pour que Varric décide presque de ne pas insister. Puis, la vérité, tout depuis le début. Elle ne voudra peut-être pas l'entendre. C'est son droit. Je ne lui demande pas de me pardonner. Je ne lui demande pas de revenir. Une pause. J'ai besoin qu'elle sache ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Elle a vécu 5 ans dans un mensonge qu'elle n'a jamais choisi. En contrebas, dans la vallée côtière, le village apparut. Petit, construit en pierre. De la fumée s'échappant d'une douzaine de cheminées. Les petits mouvements ordinaires d'une communauté vacant à ses occupations matinales. Le bruit d'un bateau traîné sur la roche humide. Un chien aboyant après quelque chose. La voix haute et pure d'un enfant chantant une chansonnette joyeuse dans un jardin. 2 petites silhouettes dans ce jardin. L'une accroupie, l'une accroupie absolument immobile, observant quelque chose au sol. L'autre tournant en cercle lent et délibéré, les bras grands ouverts. Puis une femme apparut à la porte de la chaumière, s'arrêtant au son des sabots. S'immobilisant complètement, elle avait changé. 5 ans l'avaient affûtée d'une manière qui ne la rendait pas plus dure. Cela la rendait plus complètement elle-même. La douce incertitude qu'elle portait à la veille de la cérémonie avait disparu, remplacée par quelque chose qui gardait sa forme dans le vent. Elle se tenait dans cette embrasure de porte avec la posture particulière d'une personne qui a construit quelque chose de réel et le sait. Leurs regards se croisèrent à travers la distance de la ruelle. Elle ne tressaillit pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle le regarda avec une expression qui n'était pas de la surprise. L'expression d'une femme qui se préparait tranquillement à ce moment depuis que le marchand avait quitté sa table de cuisine. Ashen avait décidé, dans les jours qui avaient suivi, comment elle allait y faire face. Il descendit de cheval, avança. La distance se réduisit à 20 pieds, puis 15. Kessia. Sa voix sortit rauque, dépouillée de tout ce qu'il avait prévu de dire, de toutes les phrases prudentes et mesurées qu'il avait composées, répétées et recomposées sur 43 routes vides. Juste son nom. Juste le poids de 5 ans en 2 syllabes. Elle l'absorba sans ciller. « Tu dois partir. » À la barrière du jardin, le petit garçon aux yeux sombres et aux petites poings serrées le long du corps leva les yeux vers Tavion, avec le sérieux concentré d'un enfant qui s'est assigné un poste et n'a aucune intention de l'abandonner. « Laisse ma mère tranquille. » Tavion s'accroupit lentement, se mettant en dessous du niveau des yeux du garçon. Il regarda ses yeux sombres. Ses propres yeux le regardant en retour depuis un visage qui n'était pas tout à fait le sien et pas tout à fait le sien à elle, mais d'une certaine manière plus réel que tout ce qu'il avait vu en 5 ans. Et quelque chose traversa sa poitrine pour lequel il n'avait pas de mots précis. « Je ne suis pas ici pour lui faire du mal, je te le promets. » Le garçon resta silencieux un moment, jaugeant. « Maman dit que les promesses ne sont que le début. Ce sont les actions qui comptent. »
Tavion soutint ses yeux sombres et dit très doucement, « Ta mère a raison, j'ai l'intention de le prouver. » Kaylor le regarda un long moment, le long regard scrutateur de quelqu'un de bien plus âgé que 5 ans. Puis il s'écarta, pas chaleureusement, pas avec bienvenue, mais il s'écarta. Kassaya lui donna une semaine. Elle le dit de la manière dont elle avait toujours dit les choses difficiles, directement, sans adoucir, le regardant avec des yeux qui ne trahissaient rien. Il pouvait rester dans le village, mais pas dans sa chaumière. Il ne devait pas approcher les enfants sans sa permission. Il ne devait pas invoquer son titre ou son autorité dans les limites d'Ashenvale. S'il ne pouvait pas accepter ces conditions, il partait aujourd'hui. Il accepta tout, sans la moindre négociation, sans le moindre tressaillement. D'une certaine manière, c'était plus troublant que s'il avait résisté. Elle le regarda s'installer dans le village comme un homme à qui on a dit que le seul siège disponible est dur et qui a décidé que c'est mieux que de rester debout. Il prit la chambre au-dessus de la boutique du chandelier. Il aida le vieux Orvex Ravencrest à déplacer un stock de bois qui traînait au mauvais bout du port depuis l'automne. Il n'apparut pas à sa porte. Il n'envoya pas de message. Il existait simplement à Ashenvale, comme quelqu'un qui essayait avec grand soin de prendre le moins de place possible. Nisara le trouva le deuxième après-midi. Il était assis sur le muret du port, les coudes sur les genoux et les yeux sur l'eau, et elle marcha droit vers lui avec la confiance absolue d'un enfant à qui on n'a jamais fait sentir que son attention était malvenue. Cassia observait depuis la porte de la chaumière. Elle songea à sortir. Elle se retrouva clouée sur place. Elle regarda Nisara étudier le visage de Tavium avec une curiosité ouverte et sans hâte. La façon dont les enfants regardent les choses qu'ils trouvent intéressantes sans se soucier d'être impolis. Elle regarda Tavion remarquer l'enfant, regarda l'immobilité composée qu'il portait depuis son arrivée se transformer en quelque chose de plus doux qui ne savait pas trop quoi faire de lui-même. Nisara dit, « Tu as des yeux tristes. » Tavion la regarda un long moment. Puis, avec une honnêteté qui n'était clairement pas calculée, « Je suis perdu depuis longtemps. » Nisara y réfléchit avec un grand sérieux. « Ce n'est pas grave. On finit toujours par retrouver son chemin. » Elle s'assit à côté de lui sur le muret du port. Ils regardèrent l'eau ensemble pendant un moment, la fillette de 5 ans et le roi Alpha, avec le confort simple de 2 personnes qui ont simplement décidé de partager une vue. Plus tard, quand Nisara rentra, sentant l'air salin et complètement inconsciente que quelque chose d'important venait de se passer, Kessaya lui demanda de quoi elle avait parlé avec l'homme sur le muret. Nisara rapporta avec une confiance parfaite. « Il a que les mêmes yeux que Kaylor, maman. Tu as remarqué? » Kessaya attendit que sa fille soit retournée dans le jardin avant de s'appuyer contre la table de travail et de respirer. Kaylor était plus difficile, mais le 3e matin, il apparut devant Tavion, les bras croisés et le menton levé, et dit, sans préambule, « Vas-tu faire pleurer ma mère? » Tavion le regarda fixement. « Je l'ai fait pleurer une fois. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Je suis ici pour essayer de réparer ça. » On ne peut pas toujours réparer ce qu'on casse. Non, admet Tavion, mais on peut passer le reste de sa vie à s'assurer que ça ne se brise pas davantage. Kaylor resta silencieux. Quelque chose dans son expression changea, la recalibration prudente et mesurée de quelqu'un qui a reçu une réponse inattendue et décide quoi en faire. « C'est très long, dit-il. »« Oui, dit Tavion, ça l'est. » La conversation sur la vérité eut lieu le 3e soir. Kessia le trouva sur le muret du port alors que le soleil tombait derrière la mer. Elle s'assit à l'autre bout, une distance suffisante entre eux pour que ce soit un espace partagé plutôt qu'une proximité. Elle avait un châle sur les épaules et les mains sur les genoux, et elle regardait droit devant elle, vers l'eau. « Dis-moi ce que tu penses qu'il s'est passé cette nuit-là, dit-elle. Il lui raconta tout. L'invitation de son père, une réunion privée dans le bureau et une occasion de discuter de l'alliance politique que la cérémonie officialiserait. Le vin qui avait un goût légèrement étrange, pas de manière évidente, pas d'une façon qui s'annonçait, juste un peu différent, comme quand quelque chose y a été ajouté. La lourdeur croissante dans ses membres au fur et à mesure de la réunion. Le trou, des heures de rien, aucun souvenir, aucune continuité. Se réveiller dans la tour ouest du donjon d'Ironval sans savoir comment il était arrivé là. Aller la chercher. Ses appartements vides, son père attendant dans le couloir. Il avait des témoins,
dit Tavion. 3 d'entre eux, des hommes que je n'avais aucune raison de mettre en doute. Leurs récits étaient spécifiques. J'ai appris plus tard qu'ils avaient tous été payés. Elle regardait l'eau. Et tu les as crus? Non. Sa voix était calme mais certaine. Pas un seul instant. Ce qu'il décrivait n'était pas la femme que je connaissais. Mais tu étais parti et je n'avais rien pour le réfuter. J'avais une disparition et une histoire et aucune preuve de quoi que ce soit d'autre. Une pause. J'ai commencé à te chercher le lendemain matin. Je n'ai pas arrêté. La mer en dessous d'eux devenait sombre. Les lumières d'Ashenvale s'allumaient derrière eux, une par une, la chaleur familière d'un lieu qui était devenu un foyer. Keziah se leva. Elle resta un moment le dos tourné vers lui, et il n'insista pas, ne parla pas, ne bouscula pas le moment. « Viens à la chaumière demain, dit-elle. Viens dîner. Les enfants devraient s'habituer à te voir avant que quoi que ce soit ne soit décidé. » Elle rentra à l'intérieur. Tavion resta sur le muret du port jusqu'à ce que les étoiles soient complètement sorties, ne se faisant pas confiance pour bouger avant que ce qui se passait dans sa poitrine ne se soit calmé assez pour être gérable. Il avait passé 5 ans à se préparer à la possibilité qu'elle ne veuille pas le voir. Il ne s'était pas préparé, même un peu, à ce que l'on ressente en étant invité à dîner. Zivera arriva le 5e matin. Elle vint avant que le village ne soit complètement réveillé, alors que le ciel était encore du gris de la première lumière et que les pêcheurs commençaient à peine à se diriger vers le port. Elle avait voyagé durement, de même. Ses cheveux sombres, que Keziah n'avait jamais vus autrement que parfaits en 23 ans, pendaient librement autour d'un visage dépouillé de toute la contenance qu'elle avait jamais portée. Ses vêtements de voyage étaient tachés. Ses mains tremblaient. Elle tendit un registre relié en cuir avant que Keziah ne puisse fermer la porte. « Père est à 3 jours derrière moi avec des soldats engagés. Je suis la seule à savoir combien et de quelle direction. » Sa voix n'était pas stable, mais ses yeux l'étaient. « Donne-moi 10 minutes et je te donnerai tout. » Keziah prit le registre. Elle reconnut l'écriture de son père avant d'avoir lu 3 lignes, précises, contrôlées, l'écriture d'un homme qui considérait la brièveté comme une forme d'autorité. Elle lut les entrées. Paiement à un métamorphe nommé Zirion Frostfang. Imitation complète confirmée sous observation directe. Elle lut les registres de paiement des gardes de la porte du donjon d'Ironval. 3 noms, 3 montants, 3 dates. Elle lut les notes sur les témoins, leurs noms, ce qu'on leur avait dit de dire, la somme qui avait persuadé chacun. Elle lut une entrée qui disait, de la main nette et précise de son père, la succession reviendra à Wolfheart. Du sang dans l'année. Elle ferma le registre. Tavion, qui était devenu rapidement à son message, se tenait à la table de travail derrière elle. Elle pouvait sentir l'immobilité en lui. Pas le cas, mais la qualité spécifique et contrôlée d'un homme gérant quelque chose d'énorme et choisissant de ne pas le laisser s'échapper parce que ce n'était pas le moment. « Tu savais, dit Keziah à sa sœur, pas de la fureur, juste la question, vide et réelle. Oui, tu étais dans cette pièce et tu m'as regardé partir. » Zivera ne détourna pas le regard. Oui. Pourquoi? Les mains de Zivera s'immobilisèrent sur ses genoux. Quand elle parla, sa voix était plate de connaissance de soi, la voix de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à être honnête avec soi-même sur quelque chose dont on n'est pas fier. Parce que je voulais ce que tu avais, parce que Père m'a dit que tu passerais à autre chose, que tu trouverais un autre chemin et que personne ne serait vraiment blessé. Sa mâchoire se serra. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. J'ai cessé de le croire en moins d'1 an. Keziah la regarda un long moment. Il n'était jamais trop tard pour me trouver. Je sais. Silence. Dehors, Nisara chantait dans le jardin. Kaylor était assis sur le perron, observant la route comme il l'observait depuis l'arrivée de Tavion, non pas avec peur, mais avec l'attention alerte et concentrée de quelqu'un qui a décidé de tout savoir de ce qui approche avant que cela n'arrive. Il avait remarqué Zivera. Il n'avait rien dit. Il observait. « Combien de soldats? » demanda Keziah. « Et où leur commandant se positionnera-t-il en premier? » Zivera se redressa. Elle était plus à l'aise avec l'information qu'avec les sentiments. Elle leur dit tout, les effectifs, la route d'approche, les positions de ravitaillement, les habitudes tactiques du commandant engagé avec qui le seigneur Zetrick travaillait depuis des années.
Quels soldats étaient avec son père depuis le plus longtemps, lesquels avaient rejoint récemment et pouvaient être raisonnés? Où se trouvaient les vulnérabilités? Où Zethric lui-même se positionnerait derrière la deuxième ligne toujours? Car son père était un homme qui envoyait les autres en avant et appelait cela de la stratégie. Ces informations étaient précises. Elles se révéleraient, comme on le verrait, inestimables. Tu resteras ici sous bonne garde, dit Kessia quand Zivera eut fini. Tu ne seras pas seul avec mes enfants. Si tu nous trahis, je m'en occuperai moi-même. Une pause calme et absolue. Comprends-tu ce que je veux dire par là? Zivera comprit. Oui. Alors reste. Ce n'était pas le pardon. C'était loin d'être le pardon, mais la porte resta ouverte. Pas grande, pas chaleureuse, mais ouverte. Car Kessia Wolfhart n'était pas son père. Elle n'était pas une femme qui fermait les portes simplement parce qu'elle le pouvait. Elle posa le registre sur la table et regarda Tavia. Il la regardait avec une expression qu'elle ne put lire immédiatement. Quelque chose entre le chagrin et une sorte d'émerveillement particulier. « Nous avons 3 jours, dit-elle. Il hocha la tête. Alors utilisons-les. 3 jours. Chaque heure fut utilisée. Les soldats de Tavion arrivèrent discrètement en petits groupes qui n'attirèrent pas l'attention et commencèrent à structurer la défense d'Ashenval autour des renseignements de Zavira. Ils identifièrent les pointes de passage obligées sur l'unique route côtière. Ils marquèrent les grottes des falaises comme cache de ravitaillement. Ils parcoururent les itinéraires d'évacuation avec les familles qui avaient de jeunes enfants et les aînés qui ne pouvaient pas courir. Ashenval se prépara avec la dignité concentrée d'une communauté à qui on avait dit la vérité et en qui on avait confiance pour la gérer. Pas de panique, pas de foule se rassemblant sur la place pour discuter, juste des gens qui connaissaient leur village et leurs voisins, faisant ce qui devait être fait avec l'efficacité tranquille de ceux qui comprennent que la préparation est la seule chose qui se dresse entre un danger et un désastre. Le matin d'avant, Kessia s'agenouilla devant ses enfants. Kayla se tenait très droit. Il se tenait toujours très droit quand il avait peur, comme si la posture était une armure, comme si, en se tenant assez correctement, la peur ne pourrait pas s'infiltrer par les interstices. « Vas-tu te battre » demanda-t-il. Elle n'adoucit pas les choses. Elle n'avait jamais adouci les choses pour lui. Et il l'aurait su si elle avait commencé maintenant. Oui, il bomba ses petites épaules dans un geste si adulte qu'il a failli de la défaire. « Je m'occuperai de Nisara jusqu'à ce que tu reviennes. » Nisara pressa son visage contre le cou de sa mère et dit qu'elle avait peur. Kessia les serra tous les deux. Cette famille improbable, féroce, spécifique, et dit avec une certitude qu'elle avait gagné le droit de ressentir. « Avoir peur n'est pas la même chose qu'être en danger. Vous serez en sécurité. Je reviendrai. » Elle les serra un moment de plus que nécessaire. Puis elle se leva. La force arriva aux premières lueurs. 200 silhouettes se matérialisant de l'aube côtière grise, se déplaçant avec la confiance de gens qui avaient calculé les chiffres et décidé que ces chiffres étaient insuffisants. Leur commandant, un homme dur et agressif nommé Kyrox Dreadmore, que Zivira avait décrit avec une précision parfaite, lança sa première ligne rapidement, s'attendant à ce que la résistance s'effondre sous le simple poids. Elle ne s'effondra pas. Les soldats de Tavion tinrent le périmètre. Les combattants du village, pêcheurs, commerçants, un forgeron aux avant-bras comme des troncs d'arbres, tinrent la ligne secondaire. Chaque position était exactement là où les renseignements de Zivira avaient dit qu'elle devait être. Kyrox Dreadmore s'attendait à la panique. Il trouva de la structure. Il commença à s'adapter. Kessia se battit à l'extrémité est de la ligne, là où le sentier de la falaise s'ouvrait sur le bas du village et devait être tenu. Elle se battit avec l'efficacité concentrée d'une femme qui ne peut se permettre aucune distraction, qui a appris en 5 ans d'une vie prudente que tout ce qu'elle a construit peut être perdu en un moment d'inattention. Son loup était proche de la surface, proche d'une manière qu'il n'avait pas été depuis la nuit où elle s'était enfuie du donjon d'Ironval, pressant contre sa peau avec une promptitude qu'elle avait passé 5 ans à contenir. Pas encore, pas encore, tiens bon. Puis elle entendit la voix de Nisara depuis la direction du vieil entrepôt de bateaux près de la falaise sud. Haute, alarmée, le ton spécifique de la voix de sa fille quand elle était vraiment effrayée plutôt que simplement surprise. Inimitable à travers n'importe quel bruit, inimitable à n'importe quelle distance.
Kessia courait avant même que la pensée ne soit complètement formée. À l'intérieur du bâtiment de stockage, le seigneur Zethric Wolfhard se tenait avec le col de Kayla dans son poing. Il tenait le garçon avec le calme étudié d'un homme qui a passé une longue carrière derrière la ligne de front, qui comprend l'effet de levier, qui croit que le contrôle de la pièce est le contrôle du résultat. Kessia, dit-il avec la chaleur particulière qu'il réservait au moment où il croyait détenir tous les avantages. Entre, ferme la porte, réglons ça tranquillement. Les mains de Kayla étaient enroulées autour du poignet de son grand-père, tirant avec toute la force que son petit corps pouvait produire. Son visage était blanc, sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient entièrement concentrés sur le problème plutôt que sur la peur, comme si la peur était quelque chose qu'il avait déjà pris en compte et mis de côté. Et maintenant, il n'y avait que le problème, et le problème exigeait toute son attention. Il avait 5 ans, il refusait absolument d'arrêter. La vue de lui, son refus absolu et furieux, libéra quelque chose en Kessia qui avait été scellé pendant 5 ans. Pas progressivement, pas prudemment. D'un seul coup, comme une porte qui cède quand la chose derrière elle a pressé assez longtemps. Son loup bondit en avant. Pas proprement. 5 ans de confinement prudent rendirent la chose atroce. Les os se reconfigurant, les muscles suivant. Une créature d'un argent pâle s'extirpant d'années d'immobilité. Elle atterrit sur 4 pattes entre ses enfants et son père, et se sentit pour la première fois en 5 ans complètement entière. Zethric recula en trébuchant. Le calme qui avait été sa caractéristique principale pendant 30 ans se fissura sur son visage en un seul instant. L'expression d'un homme qui a toujours cru que les autres étaient les variables et qu'il était la constante, soudainement confronté à une variable qui ne se laisserait pas calculer. Nissara, là dans le coin où elle s'était pressée, était très immobile, observant. Kayla observait aussi. Ses yeux sombres, les yeux de son père, étaient grands et fixés sur le loup d'argent pâle que sa mère était devenue. Il n'avait pas peur d'elle. Il observait simplement avec la même attention prudente qu'il portait à tout. Classant, comprenant, si elle pouvait en finir maintenant. La connaissance était claire et présente. Pas comme une tentation, mais comme un fait. Elle en était consciente comme elle était consciente de son propre rythme cardiaque. Ce serait fini. Pas de procès. Pas de conspiration soigneusement exposée devant le jugement du royaume. Juste fini. Elle regarda les yeux gris de son fils qui l'observait. Elle pensa à ce qu'elle voulait que ses yeux se souviennent dans 30 ans. Elle pensa au type de personne qu'elle choisissait d'être en ce moment précis, pas la personne que son père avait toujours supposé qu'elle était. Elle pensa à Nissara, petite et immobile dans le coin, qui se souviendrait de chaque détail de ceci. Elle se retransforma. Elle se tint sous forme humaine au-dessus de son père et parla avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a pris une décision et n'y reviendra pas. Tu passeras le reste de ta vie dans une cellule, dépouillé de tout ce que tu as construit sur notre dos. Et quand tu mourras en sachant que j'avais le choix, ici même, devant moi, et j'ai choisi quelque chose de mieux que ce que tu aurais fait. Elle recula. Tavian entra par la porte derrière elle, 2 soldats avec lui. Et Zethric Wolfhard fut emmené avec la finalité rapide et efficace d'hommes qui attendaient exactement cela. Kessia se tourna. Zivira était par terre dans le coin où Zethric l'avait poussé en entrant. Elle se tenait le côté, le visage pâle. Et Kessia alla vers elle, ses mains de guérisseuse déjà en train d'évaluer. Des côtes meurtries, rien de cassé, rien qui ne guérirait pas. Elle travailla en silence un long moment. Puis, sans lever les yeux, tu l'as sauvée. La voix de Zivira était à peine audible. Je lui devais bien ça. Je vous devais bien ça à tous. Kessia se rassit sur ses talons. Quand tu seras assez guéri pour voyager, pars. Fais quelque chose de mieux de toi-même que ce qu'il a fait de nous. Ne reviens pas avant d'être prête à être connue pour autre chose que ça. Une pause. Je ne dis pas jamais. Je dis pas encore. Elle se leva. Kayla fut immédiatement à son genou, ne s'appuyant pas, juste présent, comme il avait toujours été présent depuis qu'il savait marcher. Nissara sortit de son coin et se pressa contre le côté de sa mère. Kessia les rassembla tous les deux et les serra fort. Ils tremblaient tous les 3. Elle le laissa faire. Elle n'essaya pas de le gérer ou de le contenir ou de se dire que c'était fini. Elle laissa simplement le tremblement être ce qu'il était, le corps traitant quelque chose que l'esprit avait couru trop vite pour ressentir. Et elle serra ses enfants.
Et dehors, le village était calme. Et c'était fini. C'était fini. 3 jours après la bataille, Ashenvale était calme. Pas le calme d'une respiration retenue d'avant. Pas le calme attentif de gens qui savent que quelque chose arrive et s'y préparent. Le vrai calme, le calme profond et ordinaire d'un lieu qui retrouve ses propres rythmes, se réinstalle en lui-même, comme l'eau se calme après qu'on l'ait traversée. Zethric et les soldats restants avaient été emmenés vers la capitale sous la garde de Tavion. Zevaira s'était éclipsée le deuxième matin avant que le village ne se réveille complètement, laissant derrière elle une note pliée sur la table de la cuisine qui disait « Seulement, j'essaierai ». Cassia l'avait tenue un long moment avant de la mettre dans le tiroir avec les autres choses qu'elle n'était pas encore prête à laisser partir. Varric Ironclaw arriva avec des documents officiels, des déclarations sous serment, des procès-verbaux de témoignage, le registre traduit dans le langage précis du jugement officiel. Le métamorphe, Zirion Frostfang, avait accepté de fournir un témoignage complet sur les événements de la veille de l'Union en échange de charges réduites. Les témoins soudoyés étaient présentés. L'architecture de ce que Zethric avait construit était examinée attentivement et publiquement, pierre par pierre. La conspiration était dénouée. Le mensonge était enfin, à grands frais, nommé un mensonge. Tavion s'occupa de tout cela pendant la journée dans la boutique du chandelier qui était devenue son bureau temporaire, là avec Varric à ses côtés, et une procession constante de soldats, de messagers et de coursiers. Il travaillait avec l'efficacité concentrée d'un homme qui comprend que certains problèmes ne peuvent être résolus que par la patience, et que la patience est une forme de force. Le soir, il était simplement présent. Il aida le vieux Orvex Ravencroft avec le hangar à bateau qui penchait depuis 2 saisons, passant une matinée entière avec des outils et du bois, refusant que quiconque l'aide au-delà de ce qu'Orvex dirigeait, car le hangar était à Orvex et le travail devait être fait comme Orvex le ferait. Quand ce fut fait et droit, Orvex recula et le regarda avec la profonde satisfaction de quelqu'un qui a vu quelque chose de travers pendant trop longtemps. « Pas mal, dit Orvex. Vous avez fait le plus dur, dit Tavion. Moi, j'ai juste tenu les choses où vous me l'avez dit. » Orvex lui lança un regard qui disait qu'il ne s'attendait pas à cette réponse et qu'il avait légèrement révisé son évaluation. Kaler lui demanda le 4e après-midi s'il pouvait lui montrer comment faire de vrais nœuds de marin. Ils y passèrent une matinée entière. La prise, l'attention, la patience requise pour faire la petite chose correctement avant de pouvoir lui confier la grande chose. Kaler était méthodique. Il ne se précipitait pas, n'essayait pas de sauter des étapes. Et quand il faisait une erreur, il revenait en arrière et trouvait où l'erreur avait commencé plutôt que d'essayer de la corriger de là où il était. Il le fit avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait, même à 5 ans, que le but n'était pas de produire l'apparence d'un nœud, mais de produire quelque chose qui tiendrait vraiment. Quand il eut fait le dernier correctement, il posa la corde et la regarda un moment avec l'expression de quelqu'un rendant un verdict réfléchi. « Tu n'es pas complètement nul, dit-il. »« Merci, dit Tavion. Ça compte beaucoup. » Kaler ramassa la corde et l'enroula comme Tavion le lui avait montré. « Tu peux manger avec nous ce soir si tu veux. » Il le dit le dos tourné, marchant déjà vers la chaumière, comme si c'était une petite chose ajoutée à une liste plutôt qu'une offre qui avait un poids quelconque. Elle avait tout le poids du monde. Il mangea avec eux ce soir-là et le soir d'après. Le 4e soir, Kessia était dans son atelier. C'était l'heure où le village à l'extérieur s'était calmé, les enfants dormaient et la chaumière respirait de la manière particulière dont elle respirait quand elle n'était qu'à elle. Le craquement des poutres qui se tassent et les petits mouvements du vent à travers les vieilles fenêtres, l'odeur des bouquets d'herbes au-dessus, lavande, achillée et herbes salées, la sécurité. Tavion entra et s'assit sur le lit étroit où elle mettait parfois les patients qui avaient besoin de se reposer. Il la regarda trier les herbes séchées avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait décidé que ce qu'il regardait était la chose la plus intéressante de la pièce. Elle savait qu'il la regardait. Elle ne dit rien à ce sujet pendant un long moment. Le tri était un vrai travail. Les choses qui avaient été mélangées devaient être séparées. Les choses qui avaient séché à des rythmes différents devaient être vérifiées. Elle le fit comme elle l'avait toujours fait, sans hâte, avec précision. Il parla le premier. « Tu n'es pas obligé de revenir. » Il le dit doucement, regardant un point quelque part près du plancher. Quoi qu'il arrive avec la procédure, quel que soit le titre que les enfants détiendront finalement,
Tu as des droits ici sous ma protection qui ne t'obligent pas à mettre un pied au donjon d'Ironval. Je veux que tu comprennes ça. Elle posa le brin qu'elle tenait dans sa main. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai besoin que tu comprennes que je ne suis pas ici en tant que roi attendant un retour. Je suis ici en tant qu'homme qui avait besoin que tu saches ce qui s'est réellement passé, qui a passé 5 ans à apprendre très clairement que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit d'autre. La pièce était très silencieuse. Le vent soufflait dans la vallée à l'extérieur, le son qu'elle avait fini par associer à la maison, à cet endroit spécifique, à la vie qu'elle avait construite dans cette chaumière spécifique qui était devenue exactement parfaite. Je voulais te haïr, dit-elle. Pas une accusation, juste un fait, énoncé comme elle avait toujours énoncé les choses difficiles. Quand je suis parti, te haïr était la seule version du départ qui avait du sens. J'ai essayé. Pendant 2 années entières, j'ai essayé. Elle prit le bouquet suivant, le posa. Kaylor est né avec tes yeux. J'ai essayé d'en être en colère. Nisara rit exactement comme toi. Et j'ai essayé d'en être en colère aussi. Elle se tourna pour le regarder. Je n'ai pas pu. Il se leva lentement du lit. Il traversa la pièce de la manière prudente dont il s'était déplacé autour d'elle pendant toute la semaine, lui donnant du temps, lui donnant de l'espace, traitant l'espace entre eux comme quelque chose qui nécessitait sa permission avant de pouvoir être comblé. J'ai été la moitié de moi-même pendant 5 ans, dit-il. Tu étais la personne avec qui je voulais penser à voix haute. Chaque fois que quelque chose se passait, de bon, de mauvais, d'étrange ou digne d'intérêt, tu étais la personne à qui je voulais le dire. Aucune version de ma vie qui ne t'incluait pas ne m'intéressait. Il s'arrêta. Il respira. J'étais très fatigué, dit-il simplement. C'était ça. Pas une déclaration construite pour les faits, pas une performance. Juste un homme qui avait porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps, le disant de la manière la plus honnête qu'il connaissait. La chose qu'elle avait gérée, le confinement prudent et précis de 5 ans, commença à céder. Pas d'un coup, pas avec un fracas, avec le tassement silencieux et irréversible de quelque chose qui a été maintenu sous une grande pression et qui est enfin autorisé à se reposer. Si je te dis quelque chose, dit-elle, et que tu réagis mal, je ne te le pardonnerai jamais. Dis-moi, je t'aime. Elle le dit comme elle disait les choses difficiles, directement, sans adoucir en le regardant. Je t'aime depuis avant mon départ, et je t'ai aimé pendant mon absence, et je t'aime maintenant, debout dans cette pièce qui sent la lavande et l'herbe salée. J'ai essayé d'arrêter. Je ne suis pas capable d'arrêter. Et je suis... Elle expira. Je suis aussi très soulagé de ne plus avoir à le faire. Il leva la main et toucha son visage, la paume chaude, le pouce léger contre sa pommette, le même geste exact qu'il avait fait une fois auparavant dans une autre vie, dans un couloir du donjon d'Ironval, quand elle avait dit quelque chose qui l'avait surpris et qu'il avait tendu la main vers son visage avant d'y avoir pensé. Le même geste portant 5 ans de tout ce qui s'était passé entre-temps. « Je t'aime, dit-il. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour, pas une seule heure d'aucun jour. » Le lien d'âme-sœur s'installa entre eux comme la chaleur s'installe dans une pièce froide quand quelqu'un allume enfin le feu. Des bords vers l'intérieur, silencieusement, complètement, jusqu'à ce que le froid qui avait été tout le caractère de la pièce ait simplement disparu. Pas chassé, mais dissous, remplacé si complètement qu'il devenait difficile de se souvenir qu'il avait jamais été là. Ils restèrent longtemps dans l'atelier. Aucune urgence, aucune performance. Juste 2 personnes qui avaient été séparées par un mensonge précisément construit, se tenant enfin dans la même vérité. Avec la lavande séchée au-dessus, et le vent dans la vallée et la paix particulière d'une chose devenant enfin ce qu'elle était toujours censée être. 5 jours après la bataille, Cassia se tenait au bord du petit port d'Ashenval, et la mer devenait dorée dans la lumière de fin d'après-midi. L'or spécifique qui se produit pendant environ 20 minutes lorsque le soleil est juste assez bas et que l'eau est juste assez calme. Le genre qui donne à tout l'air d'avoir une dernière chance d'être beau avant la fin de la journée. Tavian se tenait à côté d'elle, pas assez près pour être une pression. Juste à côté. « Je veux voir le donjon d'Ironvale, » dit-elle. Il resta silencieux un moment. Puis, « Quand? Quand je serai prête, pas encore. » Elle regarda l'eau. « Je veux me tenir à l'endroit où tout s'est passé et décider sur place,
avec un vrai choix devant moi et rien pour l'obscurcir. Ce que je veux construire ensuite. Alors nous irons quand tu seras prête, dit-il, lentement. Chaque étape t'appartient. Elle hocha la tête, regarda la mère un moment de plus. Je ne suis plus la fille qui a disparu. Il se tourna pour la regarder. Son expression ne portait aucun chagrin. Seulement l'émerveillement particulier d'un homme qui est parti à la recherche de quelqu'un qu'il avait perdu et a trouvé quelqu'un de plus complètement elle-même que la personne dont il se souvenait. Non, dit-il doucement, tu ne l'es pas. Elle prit sa main. Ses doigts se refermèrent sur les siens, stable, sans hâte. La prise de quelqu'un à qui on a donné quelque chose dont il comprend la valeur. Ne demandant rien, ne jouant aucun rôle, juste tenant. Ils restèrent au bord de l'eau jusqu'à ce que l'or s'estompe et que les premières étoiles apparaissent et que le village derrière eux s'installe dans ces bruits du soir. Puis ils remontèrent de la ruelle vers la chaumière ensemble, et le son de leurs pas sur la pierre était ordinaire et réel, et dans son ordinaire, plus précieux que n'importe quelle cérémonie à laquelle l'un ou l'autre avait jamais assisté. Le lendemain matin, Kylar descendit pour trouver Tavian au fourneau. Nisara était à côté de lui, debout sur un tabouret, arborant une expression de profonde autorité culinaire et fournissant des conseils sur chaque étape du processus avec une confiance totale et approximativement aucune information utile. La bouillie dans la casserole faisait quelque chose que la bouillie ne devrait probablement pas faire. Elle avait pris une couleur qui n'était pas tout à fait l'une des couleurs que la bouillie est censée avoir. Kylar se tenait à l'entrée de la cuisine. Il observa la scène avec une attention prudente et méthodique. Son père au fourneau, sa sœur fournissant une aide désastreuse, l'odeur d'avoine brûlée se répandant dans la chaumière avec la confiance tranquille de quelque chose qui a décidé de vivre ici maintenant. « Oh, ça va être terrible », annonça-t-il. Tavian se tourna des fourneaux avec la cuillère. La cuillère avait quelque chose dessus. C'était peut-être de la bouillie. « Ça va être une aventure. Les aventures ne sentent pas l'avoine brûlée. Tu ne l'as pas encore goûté. J'ai un nez. » Nisara éclata de rire, le rire franc d'une enfant de 5 ans qui a trouvé quelque chose de vraiment drôle, ce qui la fit légèrement basculer sur le tabouret et obligea Tavian à la rattraper de sa main libre sans y penser. Ce qu'il fit sans regarder. Ce qui était d'une certaine manière la chose la plus naturelle qui se soit produite dans cette cuisine en 5 ans. Cassia était appuyée contre l'embrasure de la porte. Elle avait été là pendant tout l'échange. Elle avait de la main sur la bouche. Elle n'était pas sûre si elle était sur le point de rire ou de pleurer ou une troisième chose qui n'avait pas encore de nom. Alors elle laissa être les 3 à la fois et n'essaya pas de trier. Ils mangèrent la bouillie, tous les 4, à la petite table de cuisine qui avait accueilli 2 enfants et une femme soigneusement solitaire pendant 5 ans. Une table qui avait toujours été exactement de la bonne taille pour ce qu'on lui avait demandé de contenir et qui était maintenant légèrement, merveilleusement, pas tout à fait assez grande. Les coudes se touchant. Kylar déposa une plainte formelle et précise sur la qualité du petit déjeuner, qu'il maintint tout au long du repas avec la constance de quelqu'un qui croit fermement aux normes. Nisara mangea la sienne avec l'absence joyeuse de discrimination de quelqu'un qui mangerait presque n'importe quoi si la compagnie était bonne. Tavian mangea la sienne sans commentaire et avec l'expression d'un homme qui sait qu'il a mérité la critique et l'accepte comme juste. Kessia les regarda. Elle regarda sa famille. Cette famille étrange, spécifique, férocement assemblée, qui s'était réunie par le pire chemin possible et était arrivée, d'une manière ou d'une autre, exactement ici, et sentit la chose qu'elle avait passé 5 ans à ne pas ressentir s'ouvrir complètement dans sa poitrine. Pas l'amour. L'amour ne s'était jamais refermé, pas même dans les pires mois, pas même quand elle en était furieuse. L'espoir. L'espoir qu'elle avait emporté du donjon d'Ironvale, pieds nus dans le noir, enroulée autour de 2 enfants qui n'existaient pas encore, fuyant un mensonge qu'elle ne savait pas encore être un mensonge. L'espoir qu'elle avait d'apporter à Ashenvale et enterrer soigneusement. Ne l'éteignant pas, mais le mettant quelque part en sécurité où il pourrait rester en vie sans trop lui en demander. Elle avait construit une vie à partir de ce qu'elle portait. Elle avait élevé 2 enfants remarquables. Elle s'était rendue nécessaire à un village qui n'avait aucune obligation de la recevoir. Et elle était devenue quelqu'un qu'elle n'échangerait pas contre la jeune femme de 23 ans qui s'était tenue à la veille d'une cérémonie.
croyant que le choix d'une autre personne était de la mesure de sa propre valeur. Ou elle valait plus qu'elle ne le savait alors. Il l'avait trouvé au bout de 5 ans de recherche et avait trouvé plus qu'il n'avait laissé derrière lui. Elle croyait, en le regardant perdre une discussion digne avec Kalar, pour savoir si la bouillie brûlée constituait de la nourriture au sens propre du terme, en le regardant accepter le verdict avec la gravité qu'il méritait, qu'il comprenait cela, qu'il l'avait compris dès le moment où il s'était accroupi à la barrière du jardin et s'était mis en dessous du niveau des yeux d'un enfant de 5 ans. Il n'était pas venu pour la ramener à ce qu'elle avait été, mais il était venu parce qu'il comprenait enfin qu'elle était devenue quelque chose, et il voulait connaître ce quelque chose. Et il voulait, si elle était d'accord, commencer. Elle était d'accord. Dehors, Ashenvale commençait sa matinée. Les bateaux, les oiseaux, l'odeur de la mer, la qualité particulière de la lumière qui venait de l'eau aux premières heures, les sons auxquels elle s'était réveillée chaque jour pendant 5 ans, les sons qui étaient devenus, sans cérémonie ni annonce, le son de la maison. Elle prit sa cuillère, elle mangea la terrible bouillie, et elle sentit s'installer en elle, comme le lien s'était installé, des bords vers l'intérieur, silencieusement et complètement. La justesse absolue, spécifique, irréversible de rester. Certains mensonges sont construits pour être permanents. Certains liens sont plus forts que les mensonges qui ont été construits pour les briser. Et certaines histoires, celles qui valent la peine d'être racontées, ne se terminent pas avec la disparition. Elles commencent avec le fait de rester,